Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver. C'est l'heure de l'invité du journal. Il y a quelques jours se tenait à Stockholm la Semaine mondiale de l'eau. À cette occasion, un rapport de la Banque mondiale a été présenté sur la situation dans la région MENA et en Afrique du Nord. Ce rapport examine la viabilité de la gestion actuelle des ressources hydriques et présente également des solutions pour faire face au risque de pénurie croissant. Pour nous parler aujourd'hui de ce rapport, nous recevons Monsieur Daniel Camos. Vous êtes responsable du programme eau à la Banque mondiale, le bureau de la Banque mondiale de Rabat. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, Monsieur Camos, une première question d'abord sur le problème qu'a essayé d'identifier ce rapport qui donc a été présenté à Stockholm la semaine dernière. Quels sont les principaux problèmes que ce rapport présente? Bonsoir, merci de nous avoir invités. Donc, ce rapport qui a été présenté à Stockholm s'intitule « Au-delà des pénuries, la sécurité de l'eau au Moyen-Orient et Afrique du Nord ». Et donc, un peu comme le titre l'indique, il essaye de répondre à la question de comment passer d'une situation de pénurie de l'eau vers une situation de sécurité hydrique. La région Moyen-Orient et Afrique du Nord aujourd'hui, à peu près plus de 60% des populations qui habitent dans cette région sont dans des zones à haut stress hydrique ou à très haut stress hydrique en ce qui concerne les eaux superficielles. Et ce chiffre est presque le double que dans le reste du monde. La moyenne mondiale, c'est 35%, si je ne me trompe pas. Exactement. Donc, on est 35% dans le monde, 60% ici. Et en ce qui concerne le PIB qui est produit dans des zones à haut stress hydrique ou très haut stress hydrique, dans la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, on en est à plus de 70%, alors que dans le monde, on en est seulement à 22%. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a une particularité, si vous voulez, dans la région. C'est en ce qui concerne les ressources superficielles. En ce qui concerne les ressources souterraines, elles sont aussi très importantes et on ne les utilise pas toujours de façon soutenable. Je pense que l'image du compte d'épargne en banque est une bonne équivalence. Vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de souci, mais vous devez toujours avoir une stratégie de sortie, parce que sinon, vous allez tout droit dans le mur. Avec les ressources souterraines, c'est la même chose. On utilise plus que ce que les ressources peuvent produire. Exactement, exactement. Et là, on a le risque que ces ressources précieuses, pour leur sécurité, etc., disparaissent un jour ou soient diminuées à des niveaux qui ne soient pas récupérables, si vous voulez. Et tout ceci s'accentue évidemment avec tous les effets du changement climatique, qui, vous le savez très bien, avec tout le bruit que ce sujet a fait avec la COP22, qu'il est là et il va rester. Et l'augmentation des températures, la diminution des précipitations, et pas seulement une diminution des précipitations, mais aussi une augmentation de cette variabilité des précipitations, font qu'on est dans une situation où cette situation de vulnérabilité devient encore plus si vous voulez, plus délicate. Critique. Voilà. Ça ne va pas aller en s'arrangeant. Ça ne va pas aller en s'arrangeant. Il y a des solutions, c'est ce que ce rapport essaye de mettre sur la table, mais il faut agir. La non-action n'est pas une solution. Alors, il y a la présentation des principaux points. Vous avez évoqué donc le manque l'inadéquation entre le besoin et ce que permettent de faire les ressources naturelles. Il y a aussi une mauvaise gestion de l'eau. Je crois que le rapport dit que plus de la moitié des eaux usées produites dans la région sont reversées dans la nature sans avoir été traitées. Donc il y a aussi un problème dans la gestion publique de l'eau dans cette région. Oui, disons effectivement, les chiffres que vous venez de donner est vrai. Disons, en ce qui concerne traiter les eaux usées, c'est important pour des raisons de préservation de l'environnement, pour des raisons de santé publique, etc. Mais c'est aussi important, si on regarde ça comme une opportunité de développement d'une ressource non conventionnelle, on va en parler, qui est la réutilisation des eaux usées. Si vous allez, donc les eaux qui ont été usées, il est convenable de les traiter un peu avant de les déverser dans la nature, mais si vous les traitez suffisamment, ce qui a aussi un coût, mais si on vous peut les recycler. Suffisamment, exactement, on peut les utiliser après, soit dans l'eau d'irrigation, même dans certaines parties du monde, on les utilise carrément pour l'eau potable. Alors justement, ça fait partie des solutions qui sont préconisées. Quelles sont les pistes de sortie de cette crise qui va en s'accroissant de pénurie d'eau dans la région ? Donc je pense qu'en 2 mots, il s'agit d'aller plus vers une gestion intégrée. Donc, et cette gestion intégrée, je pense qu'on peut la décliner en 3 grands blocs, qui seraient la gestion de la demande, la gestion de l'offre et la préservation de la ressource. Donc, en ce qui concerne la gestion de la demande,
On doit se poser la question de comment, avec une ressource tellement rare comme l'eau, il est nécessaire d'adopter une politique ou des systèmes de tarification qui reflètent la rareté ou la préciosité, si vous voulez, de cette ressource. Mais je crois qu'en dépit de la rareté de l'eau, la région est celle où il y a les coûts tarifaires les plus bas pour l'eau. Effectivement. Et ça a aussi un coût sur les subventions que les États doivent mettre sur la table, évidemment. Donc je pense qu'il y a cette partie de donner la juste valeur à un bien rare comme peut être l'eau. Une sorte de rationalisation. Voilà, une sorte de rationalisation. Ça, c'est une façon d'induire, d'aller vers la rationalisation. Mais l'autre façon aussi, c'est donner des incitatifs pour que des mesures de gestion de la demande, de réduction des pertes, etc., soient utilisées. Non, et là, on peut penser à quel incitatif on donne aux opérateurs pour réduire les pertes, etc., etc. Et on peut aussi évidemment penser à quels sont les mécanismes de sensibilisation de la population que l'on fait. Pour la consommation d'eau. Exactement. Ça, c'est pour la demande. Voilà, ça fait partie de la demande et c'est vraiment l'action que chacun d'entre nous peut avoir par rapport à tout ça. Moi, jusqu'il y a 10 ans, quand je me brossais les dents, je laissais le robinet ouvert. Et à un moment, j'ai discuté avec 2-3 personnes qui m'ont influencé suffisamment pour que mon attitude à ce moment-là change. Et la quantité de litres d'eau que vous perdez en laissant le robinet ouvert pendant 1, 2, 3, 4 minutes vous vous brossez les dents n'est pas du tout négligeable. Donc il n'y a pas de petites économies concernant cette ressource. Absolument pas. Donc il y a ce premier bloc qui est la gestion de la demande, il y a le deuxième bloc qui est la gestion de l'offre. Typiquement, la première chose que font normalement les pays, c'est développer ce qu'on appelle les ressources conventionnelles, les ressources superficielles. Donc c'est une politique de barrage, par exemple, etc., etc. Aujourd'hui, on en est arrivé à un point dans la région où les choses varient d'un pays à un autre, mais il y a une tendance qui fait qu'on a épuisé on a mobilisé presque toutes les ressources conventionnelles. On ne peut pas continuer à faire des barrages jusqu'à l'infini. Et donc, il faut penser à d'autres solutions. Il faut être inventif. Il faut être inventif. Et les technologies existent déjà. 2 exemples sont on en parlait tout à l'heure, la réutilisation des eaux usées. Là, il y a des exemples dans la région qui sont avancés et dont on peut apprendre comment est-ce qu'ils ont réussi à mettre tout ça en place. Donc, il y a des bonnes pratiques. Oui, il y a des bonnes pratiques. Et la Jordanie est peut-être un des principaux pays qui vient à l'esprit. Et quelques pays du Golfe aussi, mais un peu plus près de chez nous, en Tunisie, ils ont une politique de réutilisation des eaux usées qui a donné des résultats qui sont déjà non négligeables. Après, on a évidemment le dessalement de l'eau de mer. Et là aussi, on a dans certains pays de la région, notamment peut-être dans certains du Golfe, mais pas seulement, il y a déjà pas mal de stations de dessalement de mer qui ont été faites. Ici au Maroc, on en a quelques-unes je dirais, de plus petite taille. Une première expérience à Agadir, notamment, en 2015. Voilà. Et ça va. Ce qu'on comprend, c'est que les politiques de l'eau dans ce pays devraient faire que le rôle du dessalement augmente dans les années à venir. Surtout qu'on a une grande façade maritime. Exactement. En sachant aussi qu'en plus, les coûts de la technologie de dessalement diminuent. Donc, disons, dans ce sens-là, le temps c'était une des questions que j'allais faveur. vous poser, c'est-à-dire le rapport coût et efficacité de ces nouvelles technologies, parce que j'imagine que le traitement des eaux usées, tout comme le dessalement, ça demande des dispositifs et donc un coût particulier. Oui, écoutez, il n'y a pas de secret. La ressource conventionnelle est généralement moins chère. Non ? Mobiliser 1 mètre cube ou 1 litre d'eau à travers une ressource conventionnelle, c'est moins cher. Donc, aller vers le dessalement de l'eau de mer, réutilisation des eaux usées, etc., ce sera plus cher et tout ça aura une conséquence. Parce qu'à la fin, les coûts, c'est ou bien le consommateur ou l'État, si vous voulez, à travers le contributeur. Non ? Voilà. Donc, il n'y a pas de solution magique. Donc, c'est plus cher, mais le temps joue en notre faveur dans le temps que le coût de ces technologies diminue. Mais il ne faut pas oublier, encore une fois, que cette politique de l'offre doit toujours aller main dans la main avec une gestion de la demande, disons. Et finalement, alors la demande, l'offre, et puis le troisième point que vous évoquez, il nous reste moins d'1 minute. Ce serait la préservation de la ressource. La préservation de la ressource, ça inclut de façon très succincte
tous les aspects de dépollution, etc., etc. Mais aussi ce qu'on disait tout à l'heure, les eaux souterraines, les traiter comme un bien précieux et qui peut justement contribuer à la sécurité hydrique. Les ressources superficielles sont plus vulnérables à un certain nombre de facteurs. Les ressources souterraines sont un trésor qu'il faut traiter comme un trésor. Donc c'est avec cette approche intégrée qu'on peut résorber ces risques de pénurie ou en tous les cas les limiter ou les contenir. Exactement. Et après ces trois grands blocs, si vous voulez, doivent se décliner dans des actions une combinaison, si vous voulez, d'investissement, de campagnes de sensibilisation ou d'information, et évidemment de donner les incitatifs nécessaires, et donc tout ce qui concerne les aspects institutionnels ou de régulation, si vous voulez. Merci beaucoup, Monsieur Daniel Camoz. Je rappelle donc que vous êtes le responsable du programme eau au bureau de la Banque mondiale de Rabat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien, mais restez avec nous sur Médien TV, la suite de l'information dans un instant.